François, je prends la parole. Oui, donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Françoise Paquette. Je suis directrice des relations gouvernementales au Conseil québécois du commerce de détail. Au nom du Conseil ainsi que de notre partenaire Détail Québec, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui va porter sur le commerce de détail et l'achat local. Je suis accompagnée de M. Fabien Durif, qui va agir comme conférencier formateur dans le cadre du webinaire. M. Durif est titulaire en marketing, professeur titulaire en marketing à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal. Il dirige également l'Observatoire sur la consommation responsable qui publie notamment annuellement le baromètre sur la consommation responsable au Québec. Il dirige également le Green UX Lab de l'université, qui est un laboratoire de recherche en nouvelles expériences utilisateurs et éco-responsabilité. Je suis également accompagnée de ma collègue Vanessa Lemetri, qui est coordonnatrice de projet au Conseil, et Vanessa va agir au niveau de la période des questions vers la fin du webinaire. Donc, pour ce qui est du fonctionnement, je vous rappelle que le webinaire est d'une durée de 1 heure qui va être divisé en 2 sections. Donc, la première partie va être consacrée à la présentation de M. Durif. Donc, on se donne un horizon d'environ 40 minutes pour la présentation et le tout sera suivi d'une période de questions d'environ 15-20 minutes. Et on espère évidemment prendre le maximum de questions. C'est la raison pour laquelle on vous invite à être court dans vos questions pour pouvoir en prendre le maximum possible. Donc, avant de laisser la parole à M. Durif, je vais demander, Vanessa, si tu peux brièvement expliquer comment la période de questions, le côté fonctionnalité. Parfait. Alors, au niveau des questions, ce sera grâce à l'outil Q&A qui se trouve en bas de votre écran. Vous allez pouvoir poser des questions à l'écrit et à la fin donc, de la présentation de M. Durif, je vais pouvoir les poser directement au conférencier. Par contre, si vous préférez poser des questions à l'oral, à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'option Raise Hand et je pourrai à ce moment-là vous donner le droit de parole, vous activez le micro audio pour que vous puissiez poser la question directement à M. Durif. Voilà. Donc, je crois que nous sommes prêts pour débuter la conférence. Donc, Fabien, je te laisse la parole. Oui, bonjour, bienvenue à tout le monde. Tout d'abord, merci de m'accueillir pour ce webinaire. Nous allons passer 1 heure ensemble ce matin à discuter de la question de l'achat local et plus particulièrement à saisir quelles sont les opportunités en tant que détaillant face à ce phénomène. Vous allez voir, ça peut paraître simple, mais finalement, les défis sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut penser, bien entendu, sur la question de l'achat local. Alors, vous ne pouvez pas passer outre ces dernières semaines. La question de l'achat local a fait la une des manchettes. Les autorités publiques en ont extrêmement parlé. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est devenu d'ampleur depuis le début de la crise liée à la COVID-19. Peut-on pour autant parler de tournant local? C'est vraiment la question qui est fondamentale dès le départ de ce webinaire. Beaucoup de sociologues et de chercheurs parlent de tournant local. Des études canadiennes, des études internationales et des études au Québec sont sorties depuis le début de la crise de la COVID-19 et tout particulièrement dans le secteur alimentaire. Et je vous avouerai que les chiffres peuvent penser qu'on vit un certain tournant local depuis un peu plus de 2 mois et demi. J'ai choisi des chiffres qui proviennent de la vigie Conso Covid que l'on mène depuis le début du mois de mars pour vous illustrer certaines informations. Là, vous avez devant vous la variation des achats autodéclarés d'aliments locaux. Ça vous montre que finalement, au tout début de la crise, lorsque les consommateurs faisaient des stocks de produits, les produits alimentaires locaux n'étaient pas aussi forts que ça dans le panier d'achat. Et vous avez vu finalement cette augmentation, en particulier lorsque notamment il y a eu la médiatisation du panier bleu vers le 4-5 avril. On a vu augmenter au fur et à mesure, et ce tournant local au niveau de l'alimentaire est resté assez élevé. Un autre chiffre qui me paraît encore plus important et qui illustre, je dirais, davantage ce phénomène-là, c'est que depuis la mi-mars,
on demande aux citoyens jusqu'à quel point ils ont découvert chaque semaine des entreprises locales qu'ils ne connaissaient pas. Et regardez, 25 mars, on était à 23%, on a quasiment doublé la semaine dernière. On est passé de 23 à 44%. Donc là, on a vraiment une partie des citoyens québécois qui, chaque semaine, ont découvert de plus en plus des nouvelles entreprises locales pendant la crise. Et ça m'a amené à utiliser cette phrase qui provient du chapitre Localisme de Pierre Vels, qui illustre complètement ce qui se passe au niveau de l'échelle locale. Cette échelle locale, finalement, elle rend visible des problèmes plus sensibles et ça a permis notamment à des entreprises québécoises d'illustrer les actions qu'elles avaient, de mettre en avant finalement les produits qu'elles proposaient et notamment celles qui ont proposé des produits pour répondre aux problèmes de la pandémie. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, pour autant, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le point de basculement du local? Vous entendez régulièrement depuis le début de la crise les terminologies de circuit court, de circularité, de relocalisation productive, tout particulièrement dans le secteur alimentaire. Effectivement, c'est assez fort et on se rend compte en particulier depuis le début de la crise que la question de l'origine locale des produits est en train de devenir importante, voire plus importante que certains critères qui, au préalable, étaient recherchés par les consommateurs, et notamment l'argument biologique dans le secteur alimentaire. Et on se rend compte aussi que des petites marques locales sont en train de concurrencer des marques qui étaient très établies. Alors, ce qu'on remarque depuis le début de la crise, c'est que la question du local devient une sorte de valeur refuge, une sorte de sécurisation. Ce qui est proche, ce qui est connu par le consommateur, va faire en sorte qu'il va aller beaucoup plus vers les produits locaux. Certains parlent même d'un nouveau localisme. On n'est plus dans une guerre finalement idéologique entre du protectionnisme et véritablement une question de globalisation, mais on est plus à réfléchir à cette proximité qui n'est plus seulement une utilité, mais une valeur en soi. Et finalement, le local assure ce qui est proche devient une valeur de confiance pour beaucoup de consommateurs. Et c'est ce qu'on va regarder au fur et à mesure de ces webinaires et dont on va se poser le questionnement. Alors, qu'est-ce qui va se passer après le confinement? Certains pays commencent à le vivre. Et ce qui est intéressant, j'ai sorti une étude de McKinsey en Chine qui a démontré que depuis la sortie de la crise, une grande partie des habitudes qui avaient été prises par les citoyens chinois ont continué à durer. Alors, vous le regardez, ils ont vécu à peu près les mêmes types de statistiques que ce que l'on peut voir notamment dans les marchés français, c'est-à-dire que beaucoup de consommateurs avaient délaissé leurs magasins habituels. La moitié de ceux-ci ont l'intention d'y revenir seulement, donc on a une chute assez importante. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'une majorité a favorisé les commerces de proximité. Bien entendu, le confinement, les mesures étaient beaucoup plus restrictives, notamment qu'en Amérique du Nord, mais ça a amené à découvrir ces commerces de proximité-là. Et on voit que depuis la réouverture, une grande partie des consommateurs ont continué à aller vers les commerces de proximité. Donc ça va être des chiffres qui seront intéressants à les regarder et voir finalement est-ce que ce point de basculement, il est aussi fort que ce que l'on peut prédire certaines études. Alors, ça m'amène à la problématique qu'on va analyser aujourd'hui. Est-ce que le local peut être utilisé véritablement comme le rebond de la crise économique? Parce qu'on ne parle que de local en ce moment. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Oui, mais de quelle façon? Parce que les valeurs de local et de proximité, en ce moment, fédèrent véritablement les citoyens et les consommateurs. Et les commerces de proximité, en particulier dans des pays comme la France, où beaucoup d'études sont sorties dernièrement, mais deviennent ce repère social pour les consommateurs. Donc, le magasin reprend finalement son rôle social auprès des consommateurs et en particulier les petits commerces de proximité. Alors, c'est vraiment la chose qu'on va se poser ce matin. Et j'ai pris aussi une phrase du sociologue Vincent Chabot dans son livre L'éloge du magasin. Il mentionnait dernièrement que finalement, la crise sanitaire que nous vivons ne fait que renforcer des tendances préexistantes sur le local qui étaient déjà fortes, mais la valeur montante du local va continuer d'infuser, en particulier le commerce de détail, sur les nouveaux formats qui correspondent plus aux valeurs montantes en ce moment des consommateurs, c'est-à-dire des petits commerces, des épiceries, des décors qui vont représenter ces valeurs d'authenticité et de proximité que recherchent les consommateurs et la mise en avant de l'indépendance. Alors, je crois qu'il faut faire quand même attention, ne pas avoir un discours trop jovialiste, ne pas penser que le local va répondre à toutes les questions au niveau de la crise économique. Et on va regarder des chiffres tout à l'heure.
jamais les intentions, jamais les chiffres n'ont été aussi élevés, mais le passage à l'action, ça va vraiment être la question principale. Et les leviers d'action et les freins au niveau de l'achat local qui étaient avant la crise restent quasiment les mêmes aujourd'hui, même s'il y a quelques évolutions, on va les regarder ensemble, mais la question du prix, de la disponibilité et de l'identification, ce sont les 3 défis majeurs que l'on doit garder en tête lorsqu'on est aussi bien un fabricant qu'un détaillant. Donc, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Je vous propose en fait de suivre ce plan-là si on veut saisir les opportunités de l'achat local en tant que détaillant. Il y a 3 éléments majeurs. Premièrement, il faut comprendre. Il faut comprendre ce qu'est l'achat local. Vous allez voir que le périmètre est un petit peu plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Qu'est-ce que réellement que l'achat local? Si déjà on a du mal à le comprendre, vous allez voir que pour les citoyens, ce n'est pas si aisé que ça. Deuxièmement, où en sont les citoyens face à l'achat local? De quelle façon on peut influencer l'achat local? Quels sont les leviers d'action? À partir de ces 2 éléments, de ces 2 parties, on va être capable de mieux proposer quels sont les enjeux et quels peuvent être les facteurs clés de succès au niveau du marché, et tout particulièrement en tant que détaillant. Et vous allez voir que l'incarnation de la valeur locale en tant que détaillant va être la facteur clé de succès majeur, mais cette incarnation-là, il va falloir être capable de l'opérationnaliser dans les différents types d'actions. On va regarder des exemples d'ici et d'ailleurs, et notamment certains qui ont été faits depuis le début de la crise pour comprendre comment ça peut fonctionner. Alors, si on commence par la question de la définition de l'achat local, de manière générale, vous avez pu lire déjà beaucoup de choses sur l'achat local. Il n'y a pas de définition formelle sur ce qu'est ou non l'achat local. Ce qu'on sait, c'est que le concept, ses dimensions et ses frontières, elles vont être variables selon les acteurs qui vont s'emparer du sujet, si on est une autorité publique, une association industrielle, un détaillant, un consommateur. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'à la fin, c'est le consommateur final qui, en fonction de ses perceptions et de ses valeurs, va décider ce qui est local ou non pour lui. Et ça, c'est pour ça qu'on va regarder notamment quels sont ses critères d'achat, ses motivations, et la question d'affichage va être extrêmement importante. Alors, on entend beaucoup de mots dans les médias. Beaucoup de mots sont aussi utilisés à la fois par les fabricants et par les détaillants. Et il faut faire un petit peu attention pour essayer de s'y retrouver, surtout lorsqu'on est un citoyen et un consommateur. Alors, on parle d'achat local. Mais lorsqu'on parle d'achat local, est-ce qu'on est dans un achat de proximité auprès de ces commerces de quartier? Certains vont parler de consommation locale. Là aussi, on a un certain flou. Est-ce que la consommation locale, c'est le fabriqué local? Est-ce que c'est auprès de son quartier? On a le produit fabriqué localement, mais le produit fabriqué localement, est-ce que c'est un produit du Québec? Est-ce que c'est un produit fait au Québec? Est-ce que c'est un produit transformé au Québec? Quels sont à ce moment-là le type de pourcentage? Est-ce que c'est 100%? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on peut se poser déjà nous-mêmes et que vont se poser, bien entendu, les citoyens. Et va rentrer aussi toute la question encore plus complexe des produits qui sont binationaux, qui sont hybrides. De quelle façon expliquer ça aux consommateurs et notamment sur l'étiquetage. Donc, vous voyez que déjà, il y a toute une hiérarchisation et une complexité dans ce que peut être l'achat local. Si on veut le simplifier, généralement, lorsqu'on dit achat local, on parle d'achat de produits qui sont fabriqués localement. Et là, la question du local, finalement, c'est de quelle façon on définit le local. Alors, généralement, tout est question du périmètre potentiel du local. Il y a 3 types de niveaux qui sont le plus utilisés. Généralement, on va avoir une appartenance géographique à un territoire restreint, mais là, vous allez voir qu'il n'y a pas non plus de consensus. Généralement, ça a été beaucoup plus utilisé dans le secteur agroalimentaire. Généralement, un produit local, c'est un produit qui est produit, distribué et consommé par le consommateur le plus proche possible de son lieu finalement de production. Alors là, vous allez avoir la distance, aucun consensus. Vous avez des littératures en France qui sont de 80 à 100 km, Royaume-Uni de 30 à 50 miles, on peut monter jusqu'à 100 miles, et aux États-Unis de 100 à 400 miles. Et là, vous allez voir, quand on va donner des exemples sur le secteur manufacturier, on a ce flou de la distance aussi du territoire qui n'est pas solutionné et ce qui peut amener aussi différentes difficultés pour le consommateur. Deuxième type de territoire, c'est le territoire administratif ou politique. Dans certains cas, on va partir du principe que c'est le critère ou le comté. Mais là aussi, pas de consensus.
Est-ce qu'on va parler d'un produit du Québec, un produit du Canada? Quel est le niveau le plus important? Donc là aussi, certains flous qui existent là-dessus. La localité, elle dépend bien entendu du mode d'approvisionnement plus direct. C'est ce qui va être aussi, vous allez voir, important pour le consommateur, c'est-à-dire que la relation entre le producteur ou le fabricant, elle doit être la plus courte possible. On doit donner l'impression finalement que ce circuit a été raccourci et on doit lui donner toutes les questions de traçabilité et d'information sur la provenance. Il faut savoir que beaucoup d'études ont été faites et généralement, pour le citoyen et le consommateur, il s'arrête au plus bas niveau, c'est-à-dire que véritablement pour lui, l'appartenance géographique reste très restreinte. Plus on s'en va loin, moins il y a une perception que le produit est local. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir essayer de jouer lorsqu'on est un fabricant et un détaillant. Alors, ce périmètre est complexe. Il est encore plus complexe dans le secteur manufacturier. Dans le secteur alimentaire, pour ceux qui connaissent bien la question de l'achat local, il y a une loi qui est une loi sur les appellations réservées et termes valorisants, notamment avec les fameux labels Aliments du Québec, les indications géographiques protégées. Au niveau du secteur manufacturier, il n'y a pas d'encadrement spécifique. Vous avez des lignes directrices que vous pouvez retrouver au niveau du Bureau de la concurrence. Elles ont été énoncées il y a déjà un peu plus d'une dizaine d'années. Et elles expliquent finalement comment on peut utiliser les différentes lois qui existent pour les indications, avec deux types d'indications, produits du Canada, faits au Canada, qu'on pourrait très bien adapter au niveau du territoire du Québec, produits du Québec, faits au Québec. Et vous avez les indications spécifiques. Dans le cas de produits du Canada, vous le voyez, on est dans quasiment la totalité ou presque de tout ce qui a été engagé au niveau du Canada. On est à 98%. Dans le cas du fait au Canada, on est dans du 51% au moins. Et vous avez aussi des renseignements sur les indications qui peuvent être ajoutées, ce qui est assez intéressant. Par exemple, vous pouvez ajouter avec votre indication fait au Canada, contenu canadien, vous pouvez ajouter des composantes canadiennes importées, vous pouvez ajouter des pourcentages. Donc, il y a quand même une liberté qui est assez intéressante là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, pour terminer sur la question de la définition, c'est qu'au Canada, les fabricants ne sont pas tenus d'indiquer le pays d'origine d'un produit. C'est ce qui complexifie pas mal dans le secteur manufacturier et lorsque les produits vont être vendus dans le commerce de détail, pour le consommateur, la reconnaissance d'un produit local, on va le voir tout à l'heure dans les freins. Par contre, il est interdit de donner des indications fausses ou trompeuses et le Bureau de la concurrence va partir sur la question d'impression générale. Ce que je recommande aux fabricants et aux détaillants, c'est d'indiquer les termes les plus précis, les plus justes possibles pour essayer d'expliquer les étapes de fabrication qui ont été véritablement réalisées au Canada ou au Québec. Plus on va avoir une transparence, plus on va être précis pour le consommateur, plus on va finalement lui donner les réponses qu'il attend, surtout dans cette période-là. Et là, vous avez des exemples, par exemple, qui sont recommandés par le Bureau de la concurrence, assemblés au Canada, composants importés, cousus au Canada, tissus importés ou conçus au Canada, qu'on peut très bien utiliser dans le cas du Québec. Donc, vous le voyez, la question de la définition n'est pas si aisée que ça. Si on s'en va maintenant du côté du consommateur et des citoyens, en ce moment, les chiffres sont extrêmement élevés. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est comment on passe des intentions à l'action. C'est sûr que dans le secteur alimentaire, les chiffres, on va regarder depuis une dizaine d'années, essentiellement depuis la crise économique de 2008, c'est d'augmenter les ventes de produits alimentaires locaux. Donc, il faut qu'on comprenne quels sont les critères et tendances d'achat pour ensuite voir les leviers et les freins pour, après la crise que nous vivons à l'heure actuelle, sanitaire, sociale, économique, utiliser cet argument local pour faire changer encore plus les comportements, en particulier dans le secteur manufacturier et au niveau du commerce de détail, comment faire en sorte que les consommateurs achètent des produits qui sont fabriqués localement. Alors, je vous ai mis quelques éléments pour vous essayer de comprendre ce qui se passait avant la crise et ce qui se passe aujourd'hui. Et vous allez voir que finalement, du point de vue du consommateur, les critères d'achat sont restés exactement les mêmes. Ici, vous avez des études que nous avions menées il y a quelques années, aussi bien dans le secteur alimentaire que dans le secteur manufacturier. Dans les deux cas, vous le voyez à gauche, c'est une étude que nous avions menée pour le MAPAC. À droite, ce sont des études que nous avions menées pour le secteur manufacturier, notamment au niveau des meubles. Et vous le voyez que pour le citoyen, celui-ci perçoit et il se définit avant tout un produit local
comme un produit qui est conçu, transformé, proche de chez soi, avec la question de l'origine. L'origine du produit, le lieu de fabrication, c'est le critère fondamental dans sa décision d'achat. Alors, quelque chose qui est très particulier, vous le voyez à gauche dans le secteur alimentaire, c'est que la labellisation fait partie de la définition et du critère d'achat du consommateur parce que c'est un secteur où la certification a très bien fonctionné. Vous le verrez que ce n'était pas toujours le cas dans le secteur éco-responsable et tout particulièrement dans l'achat. Depuis le début de la crise, dès que le panier bleu est sorti, on a retesté les critères d'achat au niveau des consommateurs. Ce sont exactement les mêmes critères d'achat qui sont ressortis au niveau de l'achat local, que ce soit alimentaire ou manufacturier. C'est-à-dire que le plus important, ça reste un produit fabriqué au Québec. Vous le voyez, très important pour 55% des Québécois. Un produit dont les matériaux proviennent du Québec. Vous le voyez à 50%. Et le profil de ces consommateurs-là, vous le voyez, on va le voir tout de suite après, il a peu évolué non plus. C'est en particulier des consommateurs plus âgés, des gens de région, des retraités, des francophones. Donc, et on retrouve ce même profil lorsqu'on parle de produits dont les matériaux proviennent du Québec. Et la question de l'origine des produits est fondamentale pour 62%. Lors de l'achat de produits locaux, il faut être capable d'identifier l'origine du produit. C'est vraiment l'élément le plus important. Donc ça n'a pas changé, qu'on soit avant ou depuis véritablement la médiatisation de l'achat local depuis le début de la pandémie. Alors, ça amène de dire que c'est un phénomène qui préexistait. La tendance était déjà forte avant la pandémie. Nous le mesurons depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Ce qu'on se rend compte, c'est que le pourcentage de citoyens qui ont une pratique intensive de la consommation locale a quand même augmenté de plus de 5 points en une dizaine d'années. C'est quand même important. C'est le deuxième comportement de consommation responsable derrière le recyclage. Dans tous les pays industrialisés, on voit cette augmentation qui est assez forte. C'est évident que c'est le secteur alimentaire avant tout qui a poussé la consommation locale, mais on voit au fur et à mesure le secteur manufacturier, donc les produits manufacturiers qui sont de plus en plus populaires auprès des citoyens et notamment ici au Québec. Alors, ça m'amène à vous dire, c'est quoi le profil de ces citoyens qui sont les plus adeptes? Le profil, comme je vous le mentionnais tantôt, a quasiment pas évolué et on retrouve ce même profil dans à peu près toutes les études au niveau de l'international. C'est-à-dire qu'avant la crise, on avait statistiquement plus les hommes, hein, on mesurait ça depuis à peu près une dizaine d'années. L'âge est un facteur évident, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on monte une génération, on participe plus à l'achat local. Et les revenus avaient une influence aussi assez importante. Donc, plus les revenus étaient élevés, plus on participait à l'achat local. Et vous retrouvez ça en bas dans une étude qui avait été faite par le Cyrano en 2018 au niveau uniquement de l'achat local de produits alimentaires. Vous le voyez, l'âge, donc les 55 ans et plus, les francophones et les revenus élevés sont ceux qui allaient plus vers l'achat de produits aliments du Québec et ceux qui avaient la propension la plus élevée à payer pour ce type de produit-là. Depuis le début de la crise, ce qu'on remarque statistiquement, puisque nous faisons des enquêtes chaque jour, chaque semaine et mensuellement depuis 2 mois et demi pour essayer de trianguler les données sur les évolutions des habitudes, on se rend compte que statistiquement, il n'y a plus trop de différence entre les hommes et les femmes. Donc, ça devient un phénomène plus global. Ça, c'est assez intéressant. Par contre, l'âge ne change pas. Plus on monte les générations, plus on va vers des consommateurs âgés, plus l'achat local est important. C'est une dimension très économique, c'est un engagement économique au niveau de la consommation. Ça a toujours touché les consommateurs plus âgés. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est une différenciation beaucoup plus forte entre les francophones et les anglophones au niveau du Québec et surtout une différenciation plus élevée entre les gens de la région du Grand Montréal finalement et le reste des régions. Quelque chose qu'on ne voyait pas aussi fortement avant la crise. Donc, c'est quelque chose peut-être à réfléchir au niveau de l'affichage et de l'étiquetage dans cette prise en considération de l'achat local. L'achat local, finalement, devient hyper localisé. C'est de l'ultra local. On va regarder certains détaillants de quelle façon ils sont allés vers cet ultra local-là. Alors, ça m'amène à vous parler des motivations, les leviers d'action. Depuis une dizaine d'années, les recherches et les expérimentations ont surtout été faites dans le secteur alimentaire, ce qui, en fait, vous met en avant pourquoi, hiérarchiquement,
On trouve que c'est essentiellement la qualité qui amène les citoyens à aller vers le local, la santé, parce qu'on est beaucoup plus dans le secteur alimentaire, la question de soutien à l'économie locale, recréer le lien, parce que souvent on est dans des circuits courts, en particulier dans le secteur alimentaire. La question de l'impact environnemental est beaucoup plus faible, mais va toucher une certaine partie des consommateurs. Donc nous, dans nos différentes études que l'on a menées aussi bien dans le secteur alimentaire que dans le secteur manufacturier, on va retrouver ces types de motivations. On voit essentiellement quand même que généralement, les citoyens vont aller avant la crise, hein, vous allez voir, il y a une petite différence, vers l'achat local pour des raisons plus personnelles, c'est-à-dire le plaisir, le bien-être, la santé, surtout lorsqu'ils étaient dans le secteur alimentaire. C'était des motivations qui, hiérarchiquement, étaient plus fortes que des raisons altruistes, donc plutôt que le soutien à l'environnement, le soutien à l'économie. Donc, il y avait ce bénéfice personnel qui était beaucoup plus recherché par les consommateurs. Et ils étaient attirés dans le secteur alimentaire par des logos, et notamment le logo Aliments du Québec. Dans le cas du fabriqué au Québec, dans le secteur manufacturier, dans les différentes expérimentations que nous avions menées, là, on voyait que les consommateurs étaient plus confus et ils allaient chercher sur certaines étiquettes les petits drapeaux parce que tout simplement, il n'y avait pas d'informations qui leur permettaient de comprendre le fabriqué au Québec, mais ça donnait une certaine influence, à tort ou à raison, c'est un petit peu la difficulté qu'on va voir. D'autres motivations qu'on voit apparaître, juste pour vous mentionner que depuis le début de la crise, là, on vient tout juste de mesurer dans les 2 derniers mois, on a analysé depuis le début du confinement les motivations majeures à l'achat local. La motivation majeure à l'achat local dans les 2 mois de confinement, statistiquement, elle est ressortie le premier mois, elle vient de ressortir le deuxième mois, c'est l'engagement économique. Donc là, on voit quelque chose d'assez différent à ce que l'on mesurait préalablement. Vous le voyez, je vous ai sorti les chiffres simplifiés avec des fréquences. C'est consommer des produits locaux pour soutenir l'économie locale, c'est quasiment 7 citoyens sur 10, et c'est être solidaire avec les entreprises du Québec. C'est véritablement l'importance majeure. Et je vous ai montré une étude qui avait été faite il y a quelques années, qui peut aussi vous indiquer jusqu'à quel point l'engagement économique pourrait être important. Ce sont des expérimentations qui avaient mis en avant que plus le consommateur soutenait l'engagement économique, c'est-à-dire plus cette motivation était forte, plus il était prêt à sacrifier la qualité du produit. Or, on vient de voir avant, c'était la motivation principale, la qualité. Donc, en ce moment, la question de l'engagement économique pourrait faire en sorte que des consommateurs regarderaient beaucoup moins la question de la qualité parce qu'on soutient finalement son pays et son économie locale. Donc ça, c'est quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut aller vers des produits moins bonne qualité, mais ça veut dire qu'il y a un momentum qui est assez intéressant là-dessus. Et nous avions fait aussi différentes études pour vous montrer que l'achat local avec des bas prix peut fonctionner, l'achat local avec la consommation responsable peut fonctionner. Vous avez des études au Cyrano qui avaient démontré aussi que généralement, ce sont les consommateurs les plus responsables qui proportionnellement étaient ceux qui allaient vers l'achat de produits aliments du Québec, qui étaient ceux qui avaient la propension à payer. Donc, il y a plusieurs facteurs qui montrent quand même qu'on a des consommateurs et des leviers qui sont assez intéressants à ce niveau-là. Ça n'enlève pas, bien entendu, la question des freins. Donc, je vous le mentionnais dès le départ, ces éléments-là. Et avant d'aller aux freins, je voulais juste vous montrer plus précisément dans le contexte français que c'est exactement la même chose que dans le contexte québécois. Vous le voyez, hein? Pour les Français, le critère majeur qui est recherché, c'est un marquage spécifique. 3/4 sont prêts à payer plus cher. Donc, là, ce sont des études qui sont faites par le gouvernement français. Le fabriqué français a aussi la cote. Donc, c'est les mêmes types de tendances. Donc, ça m'amène aux freins que je vous ai mentionnés dès le départ. Le prix, la disponibilité et l'identification. Le prix, je vous dirais que c'est le frein le plus complexe. C'est le frein le plus complexe à analyser parce que la question de la propension à payer, elle est très, très difficile à évaluer. Il y a beaucoup de biais dans les études et généralement, c'est évident qu'on voit des propensions à payer qui sont beaucoup plus hautes que finalement la réalité lorsque le consommateur passe réellement à l'action. Dernièrement, nous, dans Gigi Conso, on a vu que ça reste un frein, mais beaucoup plus faible que d'habitude. Vous le voyez, à peu près moins d'un consommateur sur 2 mentionne que c'est parfois trop cher pour son budget. Mais par contre, 2 phénomènes que je vous ai notés ici et que je trouve intéressants et qui pourraient penser et amener vers des hypothèses assez intéressantes pour les détaillants. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus réduit leur consommation pendant la crise
sont ceux qui sont le plus portés vers l'achat local et ceux qui sont les plus sensibles au prix, donc c'est-à-dire ceux qui, les variations vers le haut, généralement, vont être le plus tentés de moins acheter, bien, ce sont ceux qui sont le plus vers l'achat local. Donc, ça pourrait signifier que le frein du prix serait moins important qu'à l'habitude au niveau de l'achat local. Mais on va voir qu'il y a quand même un certain stress financier. Et ensuite, je vous ai mis quand même des études qui sont sorties en France qui montrent que malgré les intentions qui n'ont jamais autant été élevées sur l'achat local, ben jamais les Français n'ont autant eu recours aux importations. Vous le voyez, un produit sur 3 en 2017 vient de l'étranger, contre 13% juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est évident, c'est une question aussi d'offre et de demande. Donc, vous le voyez, il y a quand même beaucoup de questions au niveau du prix. Et ça amène, bien entendu, la question de l'offre et de demande sur la disponibilité. Beaucoup de consommateurs, lorsque les produits locaux ne sont pas disponibles, et si en plus ils ne sont pas à des prix adaptés pour eux, vont aller se fournir ailleurs. Pour celles et ceux qui ont vu les séries Made in Canada, vous avez vu les mêmes types de documentaires en France. Lorsque vous avez un citoyen, un journaliste qui, pendant un an, essaye de consommer 100% du fabriqué de son pays, c'est extrêmement complexe. En plus, on a des consommateurs qui sont attachés à certaines marques internationales, attachés à certains produits qu'on ne peut pas fabriquer dans son pays, et les habitudes sont très dures à changer. Donc, la question de la disponibilité n'est pas si aisée que ça au niveau du consommateur. Donc, il faut aussi faire en sorte de rendre les produits les plus disponibles possibles. Et on va finir par la question de l'identification parce que c'est celle, je vous dirais, qu'on va le plus mettre en avant dans les facteurs clés de succès. L'identification, la problématique, c'est qu'il n'y a pas d'organisme de certification nationale pour déterminer sans équivoque ce qui est local ou pas. Vous aviez un sondage qui avait été fait par l'Association des meubles du Québec, Fabrication de meubles du Québec, en 2017. On a à peu près les mêmes chiffres, nous, dans nos études. 86% ont du mal à repérer des produits qui sont fabriqués au Québec. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de marquage. Donc, il n'y a pas de certification officielle. Le marquage peut être multiple, donc c'est très complexe pour un consommateur de comprendre finalement est-ce que le produit est fabriqué au Québec? Quel type de pourcentage? Quels sont les matériaux utilisés? Est-ce qu'ils viennent du Québec aussi? Et en plus, lorsqu'il y a une hybridation des produits, les règles évoluent. Est-ce que je peux expliquer au consommateur sur l'étiquette qu'il y a plusieurs pays impliqués? De quelle façon? Donc, vous comprenez que ça devient complexe pour le citoyen. Ça amène à la question, est-ce que j'utilise un label ou pas? Alors, est-ce que je peux utiliser une autodéclaration? Alors, le label, oui, il a été efficace. Il est efficace dans bien des cas, mais il y a aussi beaucoup de défis et d'enjeux. Alors, il est efficace parce que c'est ce qu'on appelle la théorie du signal. Ça permet au consommateur de reconnaître un produit qui est local. Et ça permet aussi d'être cohérent avec les attentes du consommateur. Le consommateur recherche l'origine du produit sur son étiquette. Avec certains types de labels, on est capable de répondre à ces attentes. Plusieurs études ont été faites qui ont démontré que la présence d'un label local augmentait les parts de marché. Certaines études ont démontré aussi que ça pouvait augmenter la valeur et même la diminuer dans certains cas lorsqu'on déplaçait des productions d'un pays à l'autre. Le côté plus négatif, c'est que si certains labels, comme Aliments du Québec, ont une notoriété élevée, la plupart du temps, les notoriétés des labels sont très faibles. Donc, ça amène finalement aussi bien une notoriété assistée spontanée très faible pour les consommateurs, ce qui fait qu'ils n'ont pas l'information sur ces labels-là. Du coup, la confiance n'est pas élevée et on arrive à une certaine confusion, en particulier parce que de nombreux labels, pour chacun des attributs liés au domaine notamment de l'éco-responsabilité, vont être présents sur les différents types d'affichage. Je vous ai mis à droite un exemple sur le Made in France, par exemple. Donc, ça amène pour le consommateur une certaine confusion. Et dans beaucoup d'études, on se rend compte que finalement, l'utilisation de ces labels-là dans le processus de décision n'est pas si élevée que ça de la part du consommateur. Donc, c'est beaucoup de questions que vous devez vous poser en tant que consommateur. Ça m'amène à la dernière partie, facteur clé de succès. À quoi on doit s'attendre aujourd'hui sur le marché par rapport à cette tendance-là et au levier d'action, comment on doit incarner la valeur locale. Avant que je vous présente quelques exemples, je voulais juste vous donner quelques chiffres qui pourraient nous aider à voir vers quoi on s'en va.
on posait la semaine dernière cette question-là aux consommateurs dans notre vigie. Lorsque l'économie reviendra à la normale, pensez-vous que vous allez continuer à faire moins, autant ou plus que maintenant les pratiques suivantes, notamment sur l'acheter des produits fabriqués au Québec? Vous voyez que les intentions sont très élevées. On est dans des intentions. Ça n'a jamais été aussi élevé. On mesure fréquemment ce type d'intention-là. Maintenant, c'est comment faire passer ces intentions à des actions réelles en fonction des motivations et freins qu'on vient de voir. Je vous montre aussi un exemple cette semaine d'une plateforme française qui est la Rue du Commerce, qui vend tout type de produits. Leur sondage a démontré que presque la moitié de leurs clients prévoient de consommer différemment et plus localement. Ça les amène à revoir les types de produits qu'ils proposent, en particulier pour les seniors. Forcément, ils voient aussi que ce sont ceux qui vont le plus vers les produits locaux. Et ils se rendent compte dans leurs enquêtes que les consommateurs vont être plus solidaires avec le tissu économique local. Donc, ça revient aussi avec le même type de motivation que l'on a vu pendant la crise ici. La même chose, hein, ils voient les mêmes choses et ils vont mettre en avant les marques françaises avec des campagnes de communication très spécifiques. Alors, est-ce que post-confinement, l'achat local va être majeur? Certaines études mettent concrètement que le commerce de proximité et les produits fabriqués vont rester très dynamiques et être encore plus dynamiques. Il faut quand même faire attention, même si je vous ai mentionné que le prix, pour l'instant, avait peut-être un peu moins d'impact que d'habitude dans l'achat local, ça reste que le stress financier est extrêmement important à l'heure actuelle, surtout pour les plus jeunes, les célibataires, les étudiants, mais ce sont ceux qui vont moins vers l'achat local. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et vous avez beaucoup d'études qui ont été faites en France qui montrent aussi que de plus en plus de consommateurs vont accorder une importance au prix. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Donc ça m'amène à vous présenter 6 types de facteurs clés de succès que j'ai identifiés en fonction notamment de cette statistique. Vous avez plus de 6 consommateurs sur 10 qui en fait considèrent que les entreprises ne donnent pas assez d'informations. Donc 1, faciliter le processus de recherche, identifier clairement les produits locaux. 2, communiquer davantage sur l'origine des produits. 3, faire valoir ses produits, informer sur la plus-value. 4, communiquer avec cohérence la proximité. 5, informer sur l'empreinte économique des produits. Et 6, regrouper les aspirations des consommateurs. Alors, comme on a juste encore quelques minutes à passer ensemble, je vais vraiment vous montrer les exemples qu'on va regarder ensemble pour essayer de comprendre et on va ensuite échanger au niveau des questions. Faciliter le processus. C'est évident que si on ne permet pas aux consommateurs de trouver des produits locaux, ça va être complexe. Alors, souvent, on va avoir des répertoires, des plateformes d'achat en ligne, etc. Il y en avait déjà beaucoup au Québec. Certains ont été lancés dernièrement. C'est positif, mais c'est sûr qu'en tant que commerce de détail, vous avez une étude qui vient de sortir dernièrement. Il faut aller vers les meilleures pratiques au niveau notamment du magasin virtuel, d'expérience client, de l'omnicanal. Et toute la question est, moi, lorsque je me place du côté de l'achat local, de quelle sélection en tant que plateforme on fait comme produit et d'entreprise? Est-ce qu'on sépare bien le commerce de proximité, le fabriqué au Québec? Et est-ce qu'on utilise des seuils ou pas? J'ai regardé beaucoup de ces plateformes-là. Souvent, en fait, on n'explique pas quel produit on va prendre en compte. Est-ce qu'il y a un pourcentage ou pas de fabriqué? Donc, c'est un petit peu la problématique. Et moi, je me pose un peu la question, est-ce qu'il n'y a pas finalement trop d'outils aujourd'hui à disposition? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un seul outil performant qui permet aux utilisateurs de retrouver l'ensemble des éléments? Donc ça, c'est une question qui peut paraître assez intéressante. On peut aussi proposer des outils par secteur d'activité, aussi des programmes de fidélité. Vous avez tout récemment une carte de fidélité qui vient de sortir en France qui s'appelle la carte française, qui est la première carte multi-enseigne qui est dédiée uniquement Made in France, qui a été lancée par Chaluet, qui avait lancé le label Origine Garantie France. Donc, il y a tout un réseau qui a été développé là qui est assez intéressant. Quelques exemples que je vais vous montrer, des exemples plus anciens, des exemples plus récents. Un exemple ancien qui avait été lancé en 2011 par le détaillant Casino, qui a été un des premiers à véritablement se lancer dessus. Vous le voyez, une marque propre, le meilleur d'ici, des rayons ici en France, lancé 2011, plus de 500 magasins, plus de 10 000 références. Dans les 2 premières années, 14% de chiffre d'affaires augmenté. Ce qui était intéressant dans sa stratégie, c'est l'affichage. Donc, affichage, identification des produits, photos, vidéos des producteurs sur les lieux d'achat. Donc, on veut à la fois monter la proximité, rapprocher le circuit au consommateur,
les labels sont clairement indiqués. Donc là, il y avait vraiment ce savoir-faire aussi qui était bien impliqué là-dessus. Plus moderne, plus récent, 2017, les concept stores qui ont été lancés par Leclerc. Là, c'est différent, c'est mis à l'extérieur des supermarchés. Et là, on joue sur quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Mais vous voyez un petit peu la même chose. Affichage, publicité avec les producteurs. On veut se rapprocher véritablement, que le consommateur comprenne l'origine, l'identification. Vous le voyez, on voit à chaque fois toutes les informations. L'affichage peut être mis de manière très différente, mise en valeur des labels. Là, vous avez des exemples. Rien n'est encadré, mais c'est comment, sur le lieu d'achat, je peux faire comprendre aux consommateurs que c'est local, mais je dois faire confiance, bien entendu, aux détaillants, parce que vous le voyez, ce sont des autodéclarations locales, la ville d'origine, sur les médias sociaux, fait ici. Donc, le but, c'est essayer d'informer avec des affichages spécifiques aux consommateurs que dans cette partie-là, les produits sont fabriqués dans tel type d'éléments. Vous avez des détaillants et des marques qui vont jouer 100% sur ce type d'affichage-là. Là, vous avez un exemple d'une marque de jeans en France, 1083 km. Et là, vous voyez que la distance, la question de proximité est vue de manière complètement différente parce que là, on va comparer avec un produit traditionnel qui d'habitude fait 65 000 km. Là, on va tout jouer sur la distance de 1083. Et tout l'affichage en magasin sur le produit va être orienté sur cette question de proximité et on va montrer les cartes là où sont faits véritablement les produits. Donc là aussi, cette question qui va être mise en avant. Vous avez la même chose avec une marque française, le slip français, où là, tout est expliqué et pour faire comprendre au consommateur que n'importe où il va acheter dans une boutique en France, que ce soit une boutique physique ou électronique, le produit aura été fabriqué à moins de 250 km de chez lui. On va aussi expliquer l'empreinte économique. Donc, vous allez avoir les types d'informations dans chacune des régions, le nombre d'emplois, l'impact sur les associations, etc. Et on joue sur la question de la proximité. Donc, c'est vraiment tout ce qui est mis en avant dans ce type de marque. C'est assez intéressant. Vous le voyez, transparence. À chaque fois, souvent, ce sont des cartes qui sont utilisées par les entreprises pour bien expliquer les lieux de fabrication, les lieux de conception. C'est souvent les mêmes types de stratégies. Là, vous avez un exemple de chez nous avec des stratégies qui ont été utilisées pendant la pandémie. Donc là, on décortique le produit et on va vers de l'ultra-local. Donc, on explique à chaque fois dans le produit où ont été faits les différents types d'éléments. On pourrait même aller encore plus loin avec mettre des pourcentages. Et là, sur le lieu d'achat, on va aussi vraiment annoncer que c'est de l'achat local. Donc là, on joue sur l'origine, la plus-value et l'empreinte. Vous avez des questions d'empreinte économique. Là, je vous ai choisi plusieurs types de campagnes, que ce soit chez IGA, chez Métro. Donc là, on va annoncer l'impact que l'on peut avoir sur l'économie locale. Vous avez la campagne qui a été faite du Love dans Verdun, où là, véritablement, on montrait aussi les dépenses qui ont été faites par le consommateur, la contrepartie qui a été mise par l'arrondissement et par Desjardins, ce qui était donné à des organismes. Donc là, on voyait vraiment comment l'achat pouvait avoir une plus-value économique. Puis vous avez des détaillants comme Leclerc en France pendant la pandémie qui ont mis aussi en place un ticket solidaire pour le local avec des réductions chaque semaine qui changeaient sur des produits locaux. On peut aller encore plus loin sur l'empreinte économique. Je vous dirais que c'est l'idéal. Le consommateur, ce qu'il veut, c'est toute l'information et la traçabilité. Vous avez vu que l'engagement économique devient majeur. Donc, le citoyen, ce qu'il veut savoir, c'est lorsque j'achète un produit fabriqué au Québec, quel est mon impact concret sur l'économie? Combien d'emplois cela peut générer directement ou indirectement? Quel est le pourcentage du PIB? Donc, il veut des preuves tangibles de l'ancrage local du produit qu'il achète. Ici, vous avez un exemple à l'île Fogo d'une fabrique de bois où ils ont adapté une étiquette du type nutritionnel. Donc, c'est assez intéressant. Je vais terminer avec quelques exemples que vous voyez sur comment si on peut répondre aux aspirations des consommateurs en mélangeant le local avec toutes les nouvelles aspirations qui sont le bien-être, le mieux manger, le biologique. Donc là, vous avez l'exemple d'un détaillant qui est Hit Local qui va, lui, segmenter à la fois le local avec les nouvelles tendances de consommation. Vous avez le leader en France des aliments surgelés, Picard, qui, lui, a décidé de tout ce qui est local, de le segmenter en même temps que le bio et l'équitable pour aller chercher des nouvelles parts de marché. Vous avez la même chose ici pour une marque ancienne qui était dans un autre type de secteur, qui a décidé de se lancer sur le secteur des produits cosmétiques et qui va tout jouer sur l'origine,
dans son logo, le savoir-faire historique. Donc, vous le voyez aussi, on essaye, avec du bio, on essaye de jouer sur la traçabilité du consommateur. Et je termine par cet exemple où là aussi, on voit la question d'ultra-local qui a été mis en place par Intermarché, des nouveaux rayons qui sont appelés l'alternative. Donc là, on veut mettre différents types de consommation meilleurs pour la santé, mais on va mettre en avant l'ultra-local. Là, c'est à moins de 50 km et les chiffres sont assez intéressants depuis que ça a été lancé. Donc, en conclusion, avant que je prenne vos questions, je vous dirais que quoi qu'il arrive, ça reste, du point de vue du consommateur, une question de perception. C'est le consommateur qui décidera à la fin ce qui pour lui est local ou non. Et toute l'importance de mettre en avant et de travailler son affichage. Il y a aussi des contradictions. À l'heure actuelle, le consommateur va déplorer la disparition des petits commerces, mais il va se satisfaire de ses commandes en ligne. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu. Et ensuite, c'est aussi une question de synergie entre les autorités publiques, l'industrie, les détaillants et les citoyens. C'est tout le monde ensemble. Il va falloir aussi qu'il y ait des politiques très spécifiques sur la question de l'achat local, en particulier au niveau du secteur manufacturier. Donc voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Donc, bonjour Fabien, rebonjour. Est-ce que Vanessa, tu as réussi à revenir avec nous? Donc, nous avons eu un petit incident. Vanessa, qui est responsable des questions, a eu une perte de courant dans son secteur résidentiel. Donc, je sais qu'elle essayait de nous revenir. Donc, Fabien, tu m'entends bien? Oui, parfait, pas de problème. Donc, je vais essayer d'y aller. Oups, je vois Karina. Karina? Oui! Bonjour Karina. Donc, je vois que tu remplaces à pied levé Vanessa, c'est ça? Oui. Parfait. Donc, on venait tout juste de terminer la présentation de Fabien. On en était rendu à la période de questions. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaitent plutôt à main levée ou je crois qu'on en a déjà quelques-unes. Oui, donnez-moi 2 petites secondes que je me… Oui, je vois les questions. Hein, si vous voulez, je peux… Oui, dans le fond, c'est correct ou… Oui, je vois. Je peux très bien répondre. Première question de Marc-André. Oui, au niveau du Bureau de la concurrence, ce sont des lignes directrices. Hein. C'est la même chose lorsqu'on parle d'éco-blanchiment. Il y a des lignes directrices pour bien appliquer les différents types de lois en ce qui est en termes d'indication et d'affichage. Ce ne sont pas des règlements. Par contre, bien entendu, il y a des lois sur l'affichage et sur l'étiquetage. C'est pour ça qu'on parle d'impression générale. Il ne faut pas tromper le consommateur. Donc ça, c'est très important. Mais oui, il y a une certaine liberté là-dessus. Quand je parle de la question de Martin, oui, il y a une étude qui vient de sortir sur l'achat local. Et comme je l'ai mentionné, la question de la propension à payer, il n'y a absolument pas de consensus. C'est très, très difficile. Il y a vraiment une sensibilité, beaucoup de biais dans toutes les études qu'on fait depuis à peu près 15 ans. Il y a toujours une propension à payer autodéclarée qui va tourner entre 5 et 10 %, voire jusqu'à 15 % pour les produits locaux. La problématique, c'est dans la réalité, c'est extrêmement compliqué ensuite de mesurer ce passage à l'action. Et généralement, ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de consommateurs, lorsque vient la décision finale, le prix va jouer vraiment un rôle. Ils ne vont pas passer véritablement à l'action. Et je vous dirais que c'est des questions aussi. La qualité va surpasser finalement aussi des fois cette question de prix. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop se fier à la question de la sensibilité au prix. Je pense qu'il faut essayer de jouer sur d'autres types d'arguments, mais c'est sûr que lorsqu'on est aussi à une différence de prix beaucoup trop élevée, ça reste majeur. Mais comme on vient de le voir, même si le stress financier est plus élevé, même si en ce moment, tous les indicateurs montrent que le prix va devenir plus important dans les décisions d'achat des consommateurs, pour l'achat local, le fait que l'engagement économique est une motivation majeure, il se pourrait que le prix joue moins que d'habitude. Mais ça reste quand même qu'il faut rester dans une fenêtre et dans un écart qui est logique et il faut offrir les attributs qui ensuite soient suffisamment fonctionnels pour le consommateur. Le consommateur ne va pas passer outre les attributs
de fonctionnalité, de qualité qu'il va rechercher. Et lorsqu'on est dans le secteur alimentaire, des bénéfices en termes de goût, notamment, qu'il va aller rechercher. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, je vois la question, Jonathan, pour l'application mobile, pour identifier virtuellement la provenance des produits. C'est évident qu'il y a déjà des applications qui existent comme ça, notamment en Europe, en Asie. La géolocalisation de la provenance et la traçabilité du produit, c'est sûr, c'est extrêmement important pour les consommateurs. Il y a plusieurs types de magasins intelligents qui ont mis des bornes directement dans le commerce de détail qui permettent de voir sur des écrans tactiles. C'est sûr qu'en ce moment, les écrans tactiles, ça va être un petit peu plus complexe dans le commerce de détail, mais qui permettent de voir concrètement où a été fabriqué le produit. Donc, on le voit dans les exemples que je vous ai montrés. Généralement, c'est beaucoup sur les sites web des détaillants et des fabricants, mais le consommateur, il veut voir l'origine. Il veut comprendre cette origine et cette proximité-là. Et dans les études, on voit aussi que plus c'est proche, plus il va avoir la confiance. Donc, c'est pour ça que certaines marques vont jouer sur cette proximité-là, comme je vous ai montré l'exemple du slip français, de bien expliquer au consommateur que n'importe où qu'il soit sur son territoire, c'est moins de 250 km. Ça a été la même chose lorsque Casino a lancé son programme Meilleur d'ici. C'était d'expliquer que dans ces 500 bannières, ça ne dépasserait pas des producteurs de plus de 80 km. Donc, ils voulaient vraiment déterminer la proximité auprès de leurs consommateurs. Ça, c'est déterminant véritablement pour beaucoup de consommateurs de comprendre cette proximité-là à ce niveau-là. Je vois les questions de Jessica. Est-ce que les marques peuvent influencer ces perceptions en encourageant l'achat local au gouvernement? C'est sûr que oui. Je vois qu'actuellement, depuis le début de la crise, il y a certains détaillants et certaines marques qui ont mis en place des campagnes de communication. Elles sont beaucoup axées sur l'engagement économique ou sur l'implication dans la communauté. Je pense que si elles étaient encore plus chiffrées, si elles étaient encore plus transparentes sur l'impact réel économique, elles toucheraient encore plus au consommateur. Mais là, c'est toute la difficulté de calculer l'empreinte économique. C'est pas si facile que ça. Je regarde la question d'Alexis. Est-ce que pour un détaillant, l'achat local peut être une offre intéressante à rajouter? Effectivement, en ce moment, oui. Surtout si on regarde ce qui se passe, c'est clair que c'est une plus-value. Alors maintenant, il faut être capable de, comme on a vu dans certains exemples, il faut être capable de bien le différencier, de bien l'afficher. Est-ce qu'on va vers un rayon spécifique? Est-ce qu'on va vers son propre programme d'affichage en tant que détaillant? Est-ce qu'on crée, comme on fait certaines associations, je prends l'exemple de l'ACMAT ici au Québec, est-ce qu'on crée son propre programme d'affichage, bien fait ici? Certains détaillants en Europe ont créé leur propre label, ont préparé leur propre marque maison liée au local. Est-ce qu'on va jusque-là? Est-ce qu'on attend des directives gouvernementales d'encadrement? La difficulté, c'est de surenchérir sur des autodéclarations, mais je crois que le consommateur, il a besoin de voir sur son lieu d'achat, qu'il soit physique ou électronique, il a besoin de comprendre, qu'il soit fléché, son parcours soit fléché. Par contre, si on va vers ce type de pratique-là, il faut vraiment qu'on lui explique comment les produits ont été sélectionnés. Est-ce que c'est à partir, dans le secteur alimentaire, de certains types de labels et dans le secteur type de manufacturier, est-ce qu'on a pris des seuils de fabrication? Est-ce qu'on a pris des entreprises qui sont proches de notre communauté? Donc, c'est ça que le consommateur a besoin de savoir. Je vois une question. Est-ce qu'on va vers une marge de traçabilité des aliments en supermarché comme en France? On est beaucoup moins développé, on a beaucoup moins, je dirais, d'exigences et on a aussi beaucoup moins de pression à l'heure actuelle de la part à la fois des autorités, mais aussi des citoyens. Je vous dirais qu'en France, les applications telles que Yuka ou d'autres types d'applications ont mis énormément de pression sur les détaillants, sur avoir une traçabilité, les détaillants et les marques. Donc, c'est une traçabilité de l'information qui, aujourd'hui, dans ces applications, permettent aux consommateurs de faire des choix. Les produits sont notés, sont évalués sur de nombreux critères et ça a amené des marques à changer leurs produits et ça a amené des détaillants aussi à intégrer
des produits qu'ils n'avaient pas et à lancer des rayons spécifiques. Donc, la pression, je vous dirais, n'est pas la même. Je vois la question de Rachwan. Il y a, je vous dirais, au moins une quinzaine de plateformes qui existaient, soit des répertoires, soit des plateformes transactionnelles ou des magasins physiques. Hein, si on prend le cas de Signé Local, qui était une plateforme, un marketplace, mais qui était aussi un magasin physique avec deux types de magasins. Vous avez des nouvelles plateformes qui se sont lancées dernièrement. Vous avez des applications de géotraçage marketing qui existaient aussi depuis quelques années au niveau du Québec. Donc, ça fait quand même beaucoup d'outils. Et comme je l'ai mentionné, la question, c'est sur un potentiel de citoyens et de consommateurs qui n'est pas si élevé que ça. Il faut que le consommateur puisse s'y retrouver. Donc, il faut qu'il puisse véritablement savoir les produits que je recherche. Est-ce que ce sont des produits fabriqués au Québec? Est-ce que j'ai le pourcentage? Est-ce que j'ai le seuil? Est-ce que je sais quel impact ça peut avoir? Donc, pour l'instant, il y a quand même pas mal de travail à faire sur ces plateformes-là. Je regarde la question de Ghislain, les conditions de réussite d'une campagne d'achat local à l'échelle d'un arrondissement. Il y a eu beaucoup de... Si je prends des entreprises comme Shopify qui travaillent beaucoup sur l'achat local, qui étaient très axées dans les arrondissements, là, je vous ai mentionné l'exemple de l'arrondissement de Verdun. Il y a eu beaucoup d'exemples qui avaient été faits dans d'autres municipalités au Québec ces dernières années. Il faudrait, je n'ai pas discuté avec l'arrondissement de Verdun, je n'ai pas vu les résultats, mais si on regarde leur campagne de sous-financement en ligne, elle a explosé, donc je pense qu'ils ont eu un certain succès. L'effet contrepartie était intéressant pour le citoyen, parce que le citoyen mettait 20 $, il recevait 50% en plus. Les achats étaient faits directement. Là, on est dans de l'achat de proximité, hein, parce qu'on est auprès de ces commerçants locaux. Et en plus, Desjardins mettait un 20 $ de plus auprès de certaines associations qui avaient été sélectionnées, des associations communautaires du quartier. Ça peut être intéressant de bonifier ce type, par exemple, de programme en ajoutant le critère fabriqué au Québec. Donc, de sélectionner dans certains de ces commerçants une partie des produits fabriqués au Québec, parce que là, on va encore mieux répondre aux attentes des consommateurs. On va au-delà de l'achat de proximité, on va vraiment à la question du fabriqué au Québec. Mais c'est toute une question de donner l'information, parce que l'achat de proximité peut aussi avoir un impact très intéressant au niveau économique. Je regardais sur les statistiques, sur les échantillons. Les échantillons, nous on procède toujours, hein, ce sont des panels, ce sont les mêmes panels que n'importe quelle firme. On achète des panels aux firmes de sondage. Donc, ce sont des panels représentatifs de la population. On voit le même phénomène hein, qu'on j'en sais depuis 15 ans. C'est vraiment la génération la plus élevée. Donc, généralement, ce qu'on fait et ce qu'on voit, c'est qu'on prend génération par génération et on voit l'intensité augmenter à chaque fois qu'on passe d'une génération à l'autre. Donc ça, et puis vous l'avez vu, les études en France sortent les mêmes chiffres. Ça a toujours été une question d'âge, dans le sens où c'est un achat économique. La dimension est beaucoup plus économique. Pour aller chercher les plus jeunes générations dans l'achat local, il faut allier d'autres dimensions, d'autres attributs. Ça peut être des attributs peut-être environnementaux lorsqu'on est dans certains autres secteurs. Ça peut être des attributs qui vont jouer lorsqu'on est dans l'alimentaire sur la cruauté animale. En fait, il faut allier des attributs que vont chercher d'autres types de générations qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est les motivations qui doivent être mises à d'autres endroits. Et là, on va avoir des éléments assez intéressants. C'est les exemples que je vous montrais à la fin. Certains types d'entreprises qui vont finalement conjuguer local et bien-être, santé, meilleure alimentation, ou lorsque l'on est, par exemple, dans le secteur cosmétique, éco-conception, sans huile de palme. Donc là, on va chercher d'autres générations, tout en gardant l'argument local pour aussi garder d'autres générations. Je regardais sur les... non, il y a peu d'études sur la différenciation entre les provinces. La Banque du Canada avait fait des études il y a quelques années. Elle démontrait que dans les provinces de l'Est, l'achat local était plus élevé que dans le reste du Canada. Statistique Canada a sorti quelques chiffres dernièrement. Il y avait
pas tant de comparaison, mais on voyait quand même aussi que les provinces de l'Est, donc le Québec et les Maritimes, étaient plus adeptes des pratiques d'achat local. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce qu'on arrive pile à l'heure. Non, pas d'autres questions de mon côté. Donc, pile à l'heure, c'est parfait. Je vais laisser Vanessa terminer le tout Oui, et reprendre le lead, comme on dit. parfait. Je vais aussi donner la parole à Françoise pour clôturer, puis après ça, je partagerai avec vous les prochains webinaires organisés avec Détail Québec. Je te laisse activer ton micro, Françoise. Oui, d'accord, merci. Donc, merci Vanessa. Un gros merci à Fabien. Je pense que tu as bien mis la table et comme tu le mentionnais si bien, je pense qu'on risque d'en parler à nouveau encore beaucoup. Je pense que c'est que le début. Donc, on espère évidemment que que le webinaire vous a donné en fait des outils pour mieux peut-être vous préparer si c'est un enlignement là, dans lequel vous souhaitez aller. En terminant, peut-être vous mentionner les différents webinaires qui sont disponibles pour les prochains jours, prochaines semaines que nous offrons. J'attire peut-être votre attention sur celui qui va porter sur l'achat aussi responsable. Donc, peut-être passer à travers. Le prochain webinaire est demain. Donc, on parle de la relance des commerces et tout l'aspect visant la santé et sécurité au travail. Donc, ce sont en fait toutes les nouvelles directives là, qui émanent de la Commission, la Commission des normes santé et sécurité au travail. Le mardi 2 juin, l'expérience client dans la nouvelle réalité de 2020 avec M. Robidoux. On poursuit avec le 3 juin et le 11 juin. Donc, il y aura un premier volet et une suite, un volet 2. Démystifier l'achat responsable avec Mme Saunier de l'ECPAR, qui viennent également de publier là, leur prochain, en fait, de lancer un sondage qui vise à documenter le prochain baromètre sur l'achat responsable. Ensuite, le 9 juin, augmenter ses ventes en ligne grâce à la publicité numérique. Le 10 juin, fidélisation de la clientèle à l'ère de la COVID. Et le 16 juin, un accueil optimal en temps de mesures sanitaires. Donc, ce ne sont pas les webinaires qui manquent. Donc, évidemment, on vous invite à y participer et peut-être le diffuser auprès de vos collègues qui pourraient être intéressés à participer là, à ces différents webinaires-là. Donc, je pense que ça clôt. Vanessa, est-ce qu'il y avait des éléments que tu souhaitais ajouter? Non, de mon côté, tout est parfait. Je remercie M. Durif pour la belle présentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire et on partagera vos questions avec M. Durif par la suite, avec grand plaisir. Donc, ceci met fin au webinaire. Donc, on vous remercie et on vous souhaite une belle journée. Merci. Bonne journée à tous.